Bonjour à tous. Bienvenue au panel de Time World sur les municipalités et leur rôle dans la transition énergétique, un panel organisé par l'Union des municipalités du Québec. Mon nom est Simon Barnabé, je serai l'animateur, je suis professeur à l'UQTR, j'ai plusieurs chapeaux, mais aujourd'hui, disons que je porterai le chapeau du conseiller scientifique en chef de la ville de Victo, parce que j'ai des élus avec moi. Ouais, c'est les élus. Et oui, moi, je suis un chercheur qui est très convaincu que les gouvernements de proximité ont beaucoup de pouvoir et sont au centre de bien des choses. Je dis souvent que les municipalités sont au centre de l'écosystème de recherche et d'innovation, mais elles sont certainement au centre de la transition énergétique, car leurs activités municipales, entreprises et autres organisations locales et leurs citoyens sont directement concernés. Vous savez, les municipalités du Québec sont des acteurs essentiels pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Québec, on s'est doté d'objectifs assez ambitieux, mais on a besoin des villes pour l'atteindre. Elles jouent un rôle crucial dans la décarbonation, la production d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, etc. Et en sensibilisant la population, parce qu'ils sont capables de le faire, à mieux consommer l'électricité, en favorisant l'acceptabilité sociale des projets énergétiques et en accélérant la production d'énergie, les municipalités deviennent alors des partenaires clés de la transition énergétique du Québec. En collaborant avec les gouvernements de proximité et les acteurs de l'énergie, en collaborant avec les gouvernements politiques et les acteurs de l'énergie, les municipalités peuvent améliorer la résilience énergétique des communautés et contribuer activement à relever les défis climatiques et énergétiques actuels. Cela dit, elles ont beaucoup de pression et n'ont pas toujours les ressources financières pour opérationnaliser la transition. Elles sont cependant agiles et peuvent faire preuve de créativité. Bref, on est ici aujourd'hui pour en parler avec des acteurs et experts du milieu et permettez-moi avant tout de vous les présenter. On va commencer avec Jean Nollet, au bout ici à gauche. Jean est le directeur général de la Coop Carbone, qui est une coopérative de solidarité qui appuie notamment la mise en œuvre des projets collaboratifs de réduction de gaz à effet de serre. Jean Nollet est un expert reconnu dans le domaine des marchés du carbone et des questions liées au changement climatique. Merci Jean d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Pierre Naud. Jean-Pierre est un expert en opération et calibration de systèmes valorisant la biomasse résiduelle locale en énergie thermique. Il supervise depuis plus de 3 ans la mise en place du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse. Inspiré sur un modèle européen, le Centre offre un service d'accompagnement et de formation portant sur l'opération des systèmes de biomasse, incluant la production et le conditionnement de combustible. Je l'ai déjà rencontré dans mon passé, puis je suis très content qu'il en soit là. Félicitations, Jean-Pierre, pour tes réalisations. Aujourd'hui, en remplacement de Simon Deschênes, nous avons Daniel Côté, le maire de Gaspé, actuellement membre du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Et c'est aussi l'ancien président de l'Union des municipalités du Québec. Et pour terminer, nous avons nul autre que le président de l'Union des municipalités du Québec, le maire de Varennes, M. Martin Danfous. Il est le maire de Varennes depuis 2009. Pour l'avoir croisé et invité à maintes reprises sur des panels, je confirme que c'est un homme engagé et visionnaire. Ses réalisations sont nombreuses et résonnent dans tout le Québec. En mai 2023, il est élu président de l'Union des municipalités du Québec, une prestigieuse fonction qui le place en tant que représentant des élus et des élus municipaux du Québec. Il y en a beaucoup, là. Durant les assises annuelles de l'UMQ l'an dernier, je l'ai vu s'adresser à plus de 1000 mairesses et maires du Québec et faire preuve d'un leadership extraordinaire. Fait que depuis longtemps, on tente de ramener beaucoup le pouvoir aux villes et les ressources dont elles ont besoin pour s'adapter au changement climatique et régler plusieurs problèmes. Je pense que maintenant, il y a un bon timing. Puis avec Martin Danfous au front, on va avoir peut-être une chance d'y arriver. Donc, bienvenue au panel et commençons la discussion. Avant de commencer, en fait, je vais vous demander peut-être de prendre 5 à 10 minutes pour parler de ce que vous faites avec les municipalités ou vos plans d'action ou quoi que ce soit. Donc, on va commencer avec Jean Nollet. Parle-nous de tes affaires. Merci de me donner la parole. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler un peu de ce qu'on fait, la Coop Carbone, avec les municipalités en matière justement de transition vers un monde plus vert, plus éco-énergétique. Je m'en venais ce matin, puis je me demandais un peu comment j'allais amorcer la discussion, comment j'allais me présenter, puis j'ai réalisé que ça faisait maintenant 35 ans que j'avais commencé à étudier en économie de l'environnement. J'étais un peu découragé d'arriver à ce constat-là, mais il reste que
bon, au travers de mon parcours, je suis arrivé finalement à être directeur général de la Coop Carbone. Et ça me permet de faire le parallèle entre ce que j'ai étudié et puis le monde pratique où on met en œuvre des projets sur le terrain et de faire le constat que finalement, j'ai appris quelques affaires quant à la réalité du terrain quand on veut faire une différence. Je vous situe un peu sur ce qu'est la Coop Carbone. Alors, la Coop Carbone, ça le laisse entendre. Hein. Notre mission, c'est de lutter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre contre les changements climatiques. Et comme on est une coopérative, on le fait en mettant en œuvre des projets collaboratifs. C'est une particularité de notre organisation. Donc, on est une coop de solidarité à but non lucratif qui met en œuvre des projets collaboratifs dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On travaille dans divers secteurs d'activité. On est une petite équipe de 45 personnes et on travaille comme mon biographe le mentionnait, dans la lutte au changement climatique via le marché du carbone. On travaille également du côté de la mobilité durable. On travaille en biométhanisation agricole, on travaille en bâtiment, puis on accompagne les organisations qui font leur bilan carbone et qui veulent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou qui veulent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Ceci étant dit, notre approche a comme particularité, je pense, de dire que, en fait, on n'est pas dogmatique, on n'a pas une solution à proposer. En fait, on est intéressé aux résultats, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de solution toujours prédéterminée pour arriver à un résultat prédéfini. On se dit neutre en ce qui a trait au choix des technologies. Une chose dont on a pris conscience au fil du temps, c'est que les innovations technologiques vont nécessairement faire partie des solutions pour arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un temps où on pensait qu'en modifiant nos comportements simplement, nos habitudes de vie, on pourrait peut-être arriver à atteindre les objectifs donnés d'un point de vue planétaire. Je pense qu'on est au stade où on a besoin de toutes sortes de solutions pour arriver à lutter contre les changements climatiques. Les solutions technologiques en font grandement partie, mais elles ne seront pas suffisantes. Ça va prendre des modifications de comportement en lien avec ces changements technologiques-là pour arriver à mettre en œuvre les changements nécessaires. Et ça veut dire non seulement innovation technologique, mais innovation sociale, comme on l'a mentionné dans le précédent panel. Et quand on parle d'innovation sociale, à la Coop Carbone, sur le terrain, une des choses qu'on a comprises, c'est que malheureusement, faire appel à la conscience des gens par rapport à l'enjeu des changements climatiques, c'est pas suffisant pour induire des modifications de comportement. Ça peut toucher les gens, mais pour que les gens changent leur comportement, il faut leur proposer quelque chose d'attrayant. Il faut leur proposer un bénéfice, soit des revenus, soit des économies. Il faut leur proposer de simplifier leur vie. Il faut leur proposer une qualité de vie supérieure, mais il faut arriver à proposer des choses qui font une différence dans la vie des gens si on peut espérer qu'ils modifient leur comportement. Alors, on travaille avec les municipalités dans plusieurs de nos projets et j'ai envie de vous mentionner quelques projets phares à la Coop Carbone. Alors, vous avez peut-être entendu parler de nous pour notre projet de coopérative agricole énergétique à Warwick, où on a un biogesteur agricole coopératif qui réunit des producteurs agricoles qui ensemble possèdent un biogesteur. L'intérêt du modèle coopératif dans ce cas-là, c'est que les producteurs agricoles possèdent ensemble le biogesteur et ce sont eux qui prennent les décisions sur ce qui va être amené dans le biogesteur et donc sur ce qui va être répandu dans leur champ par la suite. Et ça, c'est critique pour le producteur agricole d'être décisionnel sur ce qu'ils vont épandre dans leur champ dans la suite des choses. En ayant les producteurs agricoles autour de la table, on a en même temps des ambassadeurs de notre projet dans la municipalité. Et puis, on a également des citoyens intéressés qui sont des ambassadeurs également parce qu'ils sont contents de voir des produits épandus sur les terres de leurs voisins qui n'ont pas d'odeur. On sait que ça peut être un enjeu dans certaines municipalités. Un autre élément que je voulais vous mentionner, c'est notre coopérative de
développement immobilier régional. Alors, on travaille dans la municipalité de la Malbaie, dans la MRC de Charlevoix, à développer un projet qui vise à gérer la crise du logement. Et là, on réunit des acteurs, des intervenants, principalement, dans ce cas-là, des propriétaires, des employeurs, en fait. Il y a le CIUS, il y a le service, on appelait ça les commissions scolaires dans le temps, là, mais j'oublie le nom. Merci. Et puis, il y a le propriétaire de McDonald's, Manoir Richelieu, il y a également des gens du casino qui sont présents dans cette organisation-là où on vise à créer du logement dans la région pour répondre aux besoins de la région d'une façon éco-énergétique. Et là, on parle de 24 nouveaux logements. Ça peut sembler peu de choses, mais à la Malbaie, c'est important, 24 logements supplémentaires. Et puis, un dernier exemple de projet qu'on mène en mode collaboratif, c'est un projet de mini-hub à Montréal, dans le cadre duquel on fait le transfert de marchandises depuis des véhicules lourds vers des vélos cargo pour accomplir la livraison dans le dernier kilomètre. Et ça a pour impact, évidemment, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça a pour impact également de réduire la congestion, ce qui est un gros bénéfice dans certains quartiers de Montréal, puis d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes qui se véhiculent sur les mêmes voies. De sorte qu'on cherche toujours à mener des projets qui, oui, réduisent les émissions de gaz à effet de serre, mais qui amènent en même temps des bénéfices locaux. Et en ce sens-là, on a beaucoup d'accointances avec les municipalités qui visent à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. De sorte qu'on est des partenaires naturels, si on veut, dans la mise en œuvre de nos projets. OK, good. Merci beaucoup, Jean. Jean-Pierre, à ton tour. En fait, moi, je suis président, directeur général d'une organisation en revitalisation rurale. Donc, vraiment, la ruralité, ça m'appartient. J'ai préparé une petite aide-mémoire, okay, simple, mais qui nous présente un peu la réalité au fil des dernières années. Mars 2019, journal La Terre de chez nous, il serait temps de rendre le sirop d'érable plus vert. 3600 érablières utilisent du mazout. Novembre 2019, Journal de Québec, la pénurie de gaz propane causée par la grève des cheminots du Canadien national. Vous devez vous souvenir de ça, là. Oui. Ceux qui sont dans le milieu rural. Il y a eu ça a créé une situation dramatique dans les fermes d'élevage où des animaux destinés à la consommation ont été abattus, puis d'autres, il y a eu des importants risques. Mars 2021, il y a eu un inventaire qui a été réalisé par le WSP au compte du ministère du Développement économique et Innovation. Est disponible sur Internet. C'est l'inventaire de tout ce qui est biomasse résiduelle au Québec, que ce soit agricole, CRD et aussi foresterie résiduelle. Donc, c'est des milliers de tonnes. C'est surprenant parce que c'est tout classé par région en plus, par caractérisation des combustibles. Donc, il y a beaucoup de matières premières. Octobre 2022, Courrier de Portneuf, le village intelligent du futur va chauffer ses bâtiments institutionnels, produire ses légumes, sécher son grain, produire son sirop d'érable, tout cela grâce à la biomasse renouvelable locale. Et offrira des professions émergentes à ces jeunes. Parce que c'est toutes des professions nouvelles, émergentes qui s'en viennent au niveau de la bioénergie. Janvier 2023, la presse, on enfouit encore trop au Québec, selon le ministre Charest. Janvier 2023, Journal Le Soleil, les résidus de construction, de rénovation et de démolition ont augmenté d'environ 20 % entre 2018 et 2021 pour atteindre 1 million, 18 000 tonnes. Impressionnant. Avril 2023, Radio-Canada, Hydro-Québec a-t-elle la résilience nécessaire pour affronter les épisodes d'intempéries à venir? Novembre 2023, La Tribune, pour aller aussi vite que son plan de demande, Hydro-Québec devra inévitablement prioriser de nouveaux projets énergétiques à proximité des milieux habités.
Puis je termine avec ça. Janvier 2024, Journal de Québec, Hydro-Québec a la plus petite marge de manœuvre de tous les producteurs d'électricité en Amérique pour cet hiver. Mars 2024, Le Devoir, maître énergétique chez nous, on peut produire de l'énergie avec ce qui est disponible dans notre environnement direct. C'est ce qu'on prône. Et avril 2024, c'est tout jeune, Québec a été pris de court par le manque d'électricité, admet M. Fitzgibbon. Donc, en ce qui me concerne, on a notre petite organisation de revitalisation rurale installée dans un petit village de 294 habitants, Saint-Gilbert. Il y a déjà une douzaine d'années, un système qui chauffe l'église, le presbytère et l'hôtel de ville avec sa biomasse résiduelle locale. Donc, moi, je suis opérateur de 2 équipements sur le territoire. Puis, on a installé aussi, il y a 5-6 ans, un système tout automatisé pour produire du sirop d'érable avec de la biomasse locale, tout automatisé. Donc, ça fonctionne très parfaitement. Donc, chez nous, dans l'écosystème autour de Saint-Gilbert, notre petit village de 294 habitants, ben, on a quand même 8 chaufferies automatisées à la biomasse résiduelle. Donc, quand je dis résiduelle, j'insiste, là, il n'y a aucune branche de coupée pour ça, là. Il y a 2 producteurs de copeaux pour les systèmes automatisés. Il y a un système de séchage de la biomasse par l'énergie biomasse et solaire. Il y a un fabricant de systèmes automatisés à la biomasse. Puis en passant, dans ce 15 km-là, on a 4000 tonnes de biomasse résiduelle non utilisée. En passant, pour chauffer Saint-Gilbert, je prends 200 tonnes par année, du 4000 tonnes. OK? Donc, on a mis en place, ça fait 4 ans qu'on est en train de mettre en place, le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse. C'est financé par Desjardins, il s'appelle Desjardins. Il va être inauguré dans environ 1 mois. Donc, le centre, ça regroupe le savoir-faire, la connaissance de gens partout au Québec qui ont les mains dedans depuis des années, qui ont réussi des projets, puis qui veulent partager leur savoir-faire et leur connaissance pour libérer cette connaissance-là, démocratiser l'utilisation de ces équipements-là au Québec. Donc, c'est pas mal tout ce que le centre d'expertise, c'est un centre de formation qui porte sur l'opération, calibration de systèmes automatisés à la biomasse, formation et production et conditionnement du séchage de la biomasse. Donc, puis c'est un centre de recherche aussi de développement sur les propriétés et valeurs de biomasse résiduelle agricole et industrielle. Les équipements qu'on installe ont pris 18 mois à arriver. Ils ont été commandés spécifiquement pour les formations de Finlande. Okay? On finalise l'installation. Donc, à moins de 10 km, on est en train de regarder pour mettre en place un développement domiciliaire de mini-maisons, maisons ordinaires, avec une serre au centre, toute chauffée par une centrale biomasse, incluant les trottoirs. Okay? Donc, un réseau de chaleur domiciliaire pour utiliser de l'énergie locale. Donc, c'est un quartier intergénérationnel qu'on est en train de faire. Une érablière qui va valoriser en énergie son propre bois de son érablière, qui est présentement, je l'ai dit tantôt, 3600 érablières qui chauffent au mazout. Donc, les producteurs acéricoles, souvent, ont beaucoup de bois qui est non valorisé. On a un système de séchage de grains qu'on a acquis, qui va être mis en place pour montrer. Donc, c'est un paquet de sites de démonstration autour du centre que les gens vont pouvoir venir voir, s'en approprier. Finalement, ça ne fait pas de bruit. Finalement, ça ne fume pas. Finalement, pour sécuriser la prise de décision. Donc, c'est un peu ça. Multiplier l'utilisation un peu partout au Québec. Super. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ouais. Monsieur le maire de Gaspé, qu'avez-vous à nous raconter? Hein? D'abord, je substitue à la dernière minute mon collègue et ami de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Je pense que c'est la première fois que je représente officiellement l'Alliance de l'énergie de l'Est du Québec. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. 8h30 de route hier soir pour me rendre ici. Fait que ça me fait un grand plaisir, malgré tout, de représenter mes collègues en énergie. Je veux saluer M. Barnabé, M. No, M. Nollet, mon collègue et ami Martin, qui m'a succédé à la présidence de l'Union l'année passée. Je suis bien fier de ton travail, mon Martin. C'est toujours un plaisir de te retrouver.
Donc, on nous demande ce matin de répondre principalement à une question, c'est est-ce que les municipalités sont des partenaires clés au niveau de la transition énergétique? Ben, la réponse courte, c'est oui. Nous sommes un partenaire clé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment et à quel point on l'est. Pour bien situer mon propos, je vais apporter quelques précisions sur notre organisation, l'Alliance de l'énergie de l'Est. L'Alliance est formée de 16 municipalités régionales de comté, 16 MRC, de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine. Si vous connaissez le Québec, vous voyez le territoire, incluant la Première Nation de Wallastoquick-Washapecook, dans le coin de Rivière-du-Loup. Notre partenariat municipal et autochtone regroupe plus de 209 municipalités et communautés. À l'Alliance, à l'heure actuelle, on a des partenariats en développement pour 1426 MW d'énergie éolienne de Montmagny à Gaspé. Plus de 325 MW de projets déjà en opération dans lesquels on est partenaire avec du privé qui génèrent déjà des millions de dollars en retombées annuelles dans chacune de nos communautés. Au total, on a donc un portfolio de 1700 MW d'éolien développés ou en développement. En comparaison, la Romaine sur la Côte-Nord, c'est 1550 MW. Donc, nous autres, le fruit de notre alliance, c'est encore un peu plus gros que la Romaine. Vous imaginez à quel point on peut en être fier. En plus de ça, en janvier dernier, dans le dernier appel d'offres d'Hydro-Québec, on a été sélectionné pour 2 autres projets. Un premier de 292 MW à Poinégamouk, Picard, Saint-Antonin, Wallastocook 2, qui est en partenariat avec Invernergy. Et un autre de 196 MW à Saint-Paul de Montmagny, en partenariat avec Kruger Énergie. On est aussi impliqués dans d'autres projets de plus petite envergure, dans l'énergie solaire, dans des petites centrales hydrauliques, dans le stockage d'énergie. En tout, là, notre portefeuille en voie de réalisation totalise plus de 2 milliards de dollars. C'est un modèle pour nous qui est innovant de voir des municipalités qui se mettent ensemble pour investir 50-50 avec le secteur privé dans des projets d'énergie renouvelable qui sont au bénéfice direct des citoyens. On prend l'expertise privée en énergie, on prend l'expertise municipale en acceptabilité sociale, 1 + 1 égale succès. Mais comment ça se fait qu'un regroupement comme le nôtre a émergé? Tout ce qui est innovation vient nécessairement d'une nécessité à quelque part, mais aussi de débrouillardise et de solidarité. La nécessité, je la définirai en deux morceaux. Premier morceau, nécessité de diversifier les revenus municipaux, de sortir de notre dépendance à l'impôt foncier, soit. Mais aussi une nécessité au niveau de la transition énergétique elle-même. Parce que si on combine le nombre de projets, la quantité d'énergie, l'ampleur des investissements requis, l'étendue du territoire, le nombre d'entreprises, le nombre d'entités réglementaires, de communautés locales et autochtones impliquées, les échéanciers extrêmement limités, on se retrouve devant un scénario jamais vu. Puis le travail à accomplir, il est colossal. Les retombées potentielles sont majeures, puis nos communautés veulent leur part. Donc, il faut s'organiser pour faire partie de la solution. Deuxième élément, la débrouillardise. C'est de comprendre nos atouts, comprendre quel rôle on peut jouer. Dans l'Est du Québec, on a décidé collectivement de se donner une image de marque au niveau du développement de l'énergie éolienne. Pourquoi? Parce qu'on coche toutes les cases, les cases dans la colonne des plus. On a de grands espaces. Soit. Nos projets se réalisent principalement en terre publique. Ça facilite certaines choses. Les gisements de vent sont de première qualité. Dans le corridor Saint-Laurent jusqu'au golfe Saint-Laurent, gisement de vent. On a aussi, avec fierté, développé une filière manufacturière et une expertise extraordinaire dans la fabrication de composantes, mais aussi dans toute l'expertise, la recherche et développement du secteur éolien qui crée plus de 1000 emplois juste dans ma ville, à Gaspé. Puis en plus, l'acceptabilité sociale, elle est au rendez-vous. Mais comment maintenant aller chercher notre part? Comment être sûr de ne pas se faire manger à laine sur le dos? Bien, troisième élément, la solidarité. En se mettant ensemble. C'est certain qu'une petite municipalité de 200-300 âmes devant une multinationale qui vaut des milliards, peut-être qu'elle ne ferait pas le poids. Par contre, quand on est plus de 200 municipalités ensemble, avec des communautés autochtones, qui couvrent des dizaines de milliers de kilomètres carrés, qui ont une valeur foncière dans les centaines de milliards de dollars, quand on est ensemble,
on est capable de jaser d'égal à égal avec des multinationales de milliards de dollars en production d'énergie. On devient capable d'investir d'égal à égal avec des partenaires privés, puis c'est ce qu'on fait. On est capable d'adopter des mécanismes de distribution des retombées, c'est ce qu'on fait. On est capable de générer des revenus à long terme au bénéfice des communautés qui sont gérées démocratiquement par des élus municipaux. Bien, c'est ce qu'on fait. Les municipalités, oui, sont des partenaires essentiels de la transition énergétique. Puis je pense même que la transition énergétique va changer la manière aussi de voir le rôle des municipalités, de faire évoluer le partenariat aussi entre les régions et les centres urbains. C'est un défi qui va transformer le Québec, qui va nous rendre meilleurs. Bien, ce qu'on fait à l'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est innovant, certainement, vous le voyez. Mais ce n'est pas sorti comme un lapin d'un chapeau, là. Donc, je veux rendre hommage à tous mes prédécesseurs qui ont bâti ces patentes-là de fil en aiguille. Ça fait 10 ans que je suis là-dedans, ça fait 10 ans que je le vois évoluer, mais c'est né bien avant que je sois là. Puis, je veux aussi rendre hommage aussi à nos prédécesseurs à l'Union des municipalités du Québec, notre regroupement municipal. Parce qu'après des années de discussions, de négociations, en 2017, on a été reconnus comme des véritables gouvernements de proximité. Ça venait avec des rôles et des responsabilités accrues, notamment en développement économique, puis dans la transition énergétique aussi. Fait que nous, comme élus locaux, bien, on met en œuvre une vision de développement local et régional qui a été longuement réfléchie. On met en œuvre une vision de développement qui répond aussi aux valeurs d'aujourd'hui, qui est adaptée aux défis de la transition énergétique, qui correspond aussi au défi de faire des gros projets dans les années 2020. Puis je vais vous donner un bon exemple aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, on a là le plus grand réseau autonome en énergie au Québec, mais aussi, on avait le plus polluant. Avec le leadership municipal, on a poussé, puis on a fait lever 2 éoliennes de 6,5 MW au total. Ça fait en sorte quoi? Qu'on remplace par année 7 millions de litres de mazout lourd qui étaient brûlés dans la centrale thermique aux îles de la Madeleine pour électrifier les îles. On remplace 7 millions de litres de mazout lourd par année par de l'énergie éolienne, puis Dieu sait qu'ils vendent aux îles. Donc, on croit que le leadership du milieu, c'est une carte maîtresse pour la transition énergétique. Puis si on recule 50, 60, 70 ans en arrière, on avait une approche top-down. C'est l'État qui arrivait avec ses projets, ça débarquait sur le terrain, parfois un peu tout croche, mal adapté aux réalités terrain, avec une vision unique. Maintenant, on croit qu'on doit aller à l'inverse, une approche bottom-up. Une approche où c'est la base, c'est les élus locaux, c'est les citoyens qui s'impliquent pour faire lever des projets, quitte à les mutualiser au sein d'alliances comme la nôtre. Mais il faut qu'à la base, faut que ça parte de la base. Moi, c'est ce qui guide ma vision politique depuis tout le temps, la subsidiarité, le principe qu'on part de la base pour monter en haut. C'est ça qui fait nos succès, c'est ça qui fait le succès de l'Alliance. Puis un des éléments clés, c'est de le faire avec les citoyens. Sans l'apport citoyen, sans l'apport des communautés locales et des communautés autochtones, on n'y arrive pas. Le défi technologique de faire la transition énergétique se jumelle avec le défi de l'acceptabilité sociale, de l'implication des citoyens. Ça, c'est notre job, les élus locaux, de s'assurer de l'acceptation sociale. Pour toutes ces raisons-là, c'est ce qui a fait que l'Alliance de l'énergie de l'Est est devenue un incontournable. Ça ne veut pas dire que notre modèle doit s'appliquer partout. Hein. Chez nous, ça marche. Mais ailleurs, ça peut être différent, adapté à la réalité de chacun des terrains. Le Québec, il est grand, il y a plein de réalités différentes, ça prend des approches différentes, mais avec nous, avec ce modèle-là, c'est lui qui nous sert à bâtir l'avenir. Maintenant, ce qui nous préoccupe, avant de conclure, c'est pas de savoir où mettre des éoliennes chez nous. L'acceptabilité sociale est là, le territoire est grand, on est en terre publique. Ce qui nous préoccupe, c'est de transporter l'énergie de chez nous à chez vous, vers les grands pôles de consommation. Parce qu'on a des projets qui avancent à bon rythme, puis on a de l'ambition. Mais on a besoin de savoir, d'Hydro-Québec, où est-ce qu'ils vont passer les prochaines lignes de transport, puis quand est-ce qu'ils vont être construites. Parce qu'on a faim, on a soif, on veut en développer. Puis on veut faire partie de la solution, mais il faut transporter cette énergie-là. On a besoin de prévisibilité. On a besoin d'avancer dans ce sens-là, puis on a besoin de savoir où est-ce que vont être nos prochains projets, comment on va les raccorder au réseau d'Hydro-Québec, parce que présentement, ça complique la planification des investissements, la prévision de main-d'œuvre, et pour l'ensemble du Québec, ça fragilise aussi nos relations avec des grands fournisseurs qui ne sont pas si nombreux sur la planète, mais qui sont sollicités partout dans le monde. Donc, si on veut développer le Québec, il faut régler ce problème-là. En conclusion, la transition énergétique, vous le savez aussi bien que moi, c'est une course contre la montre. On n'a jamais été confronté à relever ce défi-là de cette manière-là. Ce qu'on fait jusqu'à maintenant au Québec en termes de développement des énergies renouvelables nous amène à être capable de relever de nouveaux défis. Puis il faut, pour y arriver, finalement, 4 conditions gagnantes.
1, innovation à toutes les étapes. 2, efficacité dans la collaboration. 3, prévisibilité dans les décisions et les investissements. Puis 4, la reconnaissance des différentes façons de faire en fonction de la réalité de chacun des milieux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Côté. Maintenant, M. Danfous, l'UMQ, un plan. Qu'est-ce que vous avez à rajouter à tout ça? J'ai beaucoup de choses. Dans un premier temps, merci Simon. Merci de l'invitation au Time World. Je me tannerai jamais d'entendre l'histoire puis en rajoutant des anecdotes de l'Alliance, ce que Daniel vient de faire, parce que c'est vraiment très inspirant. Mais comment se fait-il qu'au Québec, on ait pu passer de surplus énergétique hier, parce qu'il y a quelques années à peine, on nous en parlait, à crise énergétique aujourd'hui? Il est clair qu'il s'est passé quelque chose d'important et de dramatique qu'on n'a pas vu venir, ou que des gestionnaires chez Hydro-Québec, au gouvernement, n'ont pas vu venir. Puis je vais reprendre ce que M. Fitzgibbon a dit, pas plus tard que mardi, parce que j'étais présent dans la salle. Le Cercle canadien du milieu des affaires, 750 personnes étaient présentes, et M. Fitzgibbon a été très clair, le Québec a été pris de court. Et donc, quand on entend ça, on comprend qu'il y a quelques années où on se targuait d'avoir de l'hydroélectricité à revendre, en fait, on en avait tellement qu'on était fiers d'annoncer à tout rompre qu'on vendait aux États-Unis, au Maine, au Massachusetts, au New York. New York va se décarboner avec notre énergie verte. C'est génial. Ils vont acheter notre énergie en dollars US. On sera riche. Ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'on nous dit que notre énergie bleue, l'hydroélectricité, révolutionne le monde. Tout le monde est jaloux. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve où il en manque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais M. Fitzgibbon a donné des pistes non négligeables. C'est la première fois que je l'entends clairement. Ce que j'aurais aimé entendre il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de la part d'Hydro-Québec, pour faciliter l'acceptabilité sociale. Parce que monsieur, madame, tout le monde qui entend que du jour au lendemain, il manque d'énergie, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait? Il nous a dit, mardi, le phénomène de la décarbonation est mondial et ce phénomène-là est beaucoup plus vite et beaucoup plus puissant que jamais personne ne l'avait imaginé. Soit. Deuxièmement, beaucoup d'entreprises mondiales regardent le Québec parce que nous avons de l'énergie verte. Voulant se décarboner, ils veulent venir s'installer chez nous. C'est génial, mais il faut être capable de répondre à la demande de tout le monde. Troisième élément non négligeable, il vient nous dire qu'on a malheureusement fait l'erreur d'accepter trop d'entreprises incroyablement énergivores. Prenons l'exemple de la crypto-monnaie. Est-ce qu'au niveau économique, c'est si intéressant que ça? Ils nous bouffent de l'énergie comme ça. Aucun maudit bon sens. Mais pourquoi ils venaient ici? L'électricité coûte pas cher, on en a en masse, go, on s'installe. Puis là, oups, ils décident d'arrêter de les prendre, mais ils sont là. Ils ne peuvent pas partir. Quatrième enjeu, non négligeable encore une fois, on nous annonce que nos réserves d'eau dans les grands réservoirs de production d'énergie sont à la baisse. On parle d'adaptation au changement climatique, on parle d'extrême chaleur, de feux de forêt, ça a des impacts. Cette année, le budget déficitaire de Québec nous a annoncé une perte juste à cause de l'eau d'un bassin d'1 milliard d'énergie qu'on n'a pas pu produire à cause de ça. Additionnons tout ça, c'est énorme ce que ça peut faire. Donc, quand on nous demande la question, est-ce que le milieu municipal peut être un acteur important? Acteur essentiel, acteur de prédilection dans plein de domaines. Puis vous allez comprendre pourquoi. Le plan énergie de l'UMQ, on a décidé de sauter sur la glace rapidement. C'est le mandat que je me suis donné il y a 10 mois. Et les raisons étaient simples. J'entendais il y a déjà longtemps par des maires et mairesses, Martin, ça n'a pas de bon sens. Il y a des projets qui devaient s'installer chez nous. Ça fait 7 ans, 10 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un temps débile qui est nécessaire. Enfin, ils sont prêts. Et là, on est content.
On va bientôt couper un ruban, faire des grosses annonces avec des photographes. Ça va être extraordinaire pour nos communautés. Puis là, tout à coup, ils demandent un permis à la ville de construction. Souvent, c'est des centaines de millions de dollars d'investissement. Oups, temps mort. Hydro-Québec vient nous dire « Désolé, on n'a pas le bloc énergétique pour vous autres. » Pardon? On n'a jamais entendu parler de ça. Puis rappelons-nous que le milieu municipal, on dépend de la taxation. Qu'il n'y ait pas d'employés dans une usine, on s'en fout. C'est le bâtiment qu'on veut. Des centres de données, s'il y a 2 personnes qui gèrent les ordis, on s'en fout, mais on veut que ça se construise. Mais s'il n'y a même pas d'énergie, on est fait. Et M. Fitzgibbon, mardi, l'a rajouté. Là, il en rajoute une couche. C'était plus 70 projets. Aujourd'hui, c'est lui qui l'a dit. Il a 150 projets majeurs sur son bureau qui nécessiteraient 13 500 mégawatts. Il n'en a que quelques centaines pour eux. Donc, vous comprenez que sur les 150 qui atterrissent dans nos communautés, dans nos municipalités, qui génèrent des revenus importants, qui règlent souvent l'économie d'une région, bien, il n'y en aura probablement même pas une dizaine qui vont être sélectionnés. Ça, c'est un drame majeur. OK, là, c'est le problème. Parfait. Mais il y a des solutions, par exemple. C'est ça que le plan définit en 4 leviers très simples. Le premier, à mon avis, le plus important, la consommation. Au Québec, tout le monde le dit, tout le monde en parle, M. Fitzgibbon en a parlé, M. Sabia en a parlé, je le répète sur toutes les tribunes, on consomme mal, on consomme trop au Québec. Il y a un lien direct avec la facturation. Si la facture ne coûte pas cher, vous avez des voisins, comme j'en ai moi aussi, dont leurs lumières de Noël en juillet, ils vont être encore allumées. Pourquoi ça les dérange? Ça ne coûte pas cher. Ils s'en foutent. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Non seulement on consomme mal, mais on consomme par tête de pipe le plus dans le monde. OK, mais là, ça prend une prise de conscience. Mais pourquoi monsieur, madame, tout le monde réduirait sa consommation? On nous répète depuis 60 ans, on a de l'énergie verte. On a des barrages partout. C'est extraordinaire. Fait que c'est pas grave, ça va nous coûter un peu plus cher. Ça ne dérange pas. Mais il est temps qu'Hydro-Québec avise la population du réel problème qu'ils ont aujourd'hui. Et je le martèle à Hydro. J'aime Hydro, là. Mais il est temps qu'ils sortent haut et fort en disant « De grâce, monsieur, madame, tout le monde, aidez-nous. » Ils ont tenté des programmes. ILO, beau programme qui coûte une fortune. Mais ils vont doucement. Ils prennent des pubs en grand renfort, tranquillement. Taux de pénétration dans le milieu des maisons, 2 %. C'est quoi l'erreur qu'ils ont faite? De ne pas venir s'adjoindre le milieu municipal comme allié, comme partenaire. Nous sommes le gouvernement de proximité. Quand on veut que des choses changent, on s'adresse à nos voisins directement et ils comprennent l'enjeu, puis on travaille en équipe pour réussir à pénétrer davantage. Pourquoi je suis convaincu de ça? Varennes, là j'enlève mon chapeau de l'UMQ, je mets mon chapeau de maire. L'IREC, le Centre de recherche d'Hydro-Québec, est chez nous. On collabore avec eux sur plein de choses. On a fait des projets pilotes. îlot-ville. Faire en sorte que la municipalité consomme moins dans les périodes de pointe hivernale quand il fait très froid. Ils réduisent notre consommation d'électricité des luminaires extérieurs. C'est eux qui le contrôlent, avec des ordis. Très facile. Je consomme moins, mais ce n'est pas tant ça le message. La population va « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Les lumières ont baissé de 50 % instantanément. Ah, OK, il faudrait que je fasse attention moi aussi. Moins d'eau chaude, la vaisselle un peu plus tard. On peut-tu consommer différemment? C'est très facile de le faire. C'est ce qu'ILO proposait. Deuxième projet pilote qu'on a fait encore une fois à Varennes avec ILO et Hydro-Québec, c'est de se servir de la ville pour pénétrer dans le milieu municipal, dans nos maisons. En l'espace de 3 mois, le projet pilote vient de se terminer. L'hiver qui vient de passer, ce n'est pas un hiver froid, là. On est passé de 2 % à 16 % de pénétration dans les résidences varennoises. Juste à cause du coup de main de la ville. Des publicités villes. Fait que vous venez de comprendre qu'Hydro, il dit « Ah, OK, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. OK, ils auront un plan à nous déposer bientôt
au milieu municipal pour faire en sorte que collectivement, on consomme moins. Parce que tout le monde l'a répété, puis je vais le répéter encore, l'énergie la plus abordable à produire, c'est celle qu'on ne consomme pas pour rien. C'est pas dur. On a 2 périodes de pointe où il est là notre danger. Il faut juste consommer différent là-dessus. Deuxième levier non négligeable. Daniel en a parlé, je le martèle aussi. C'est pour ça que le milieu municipal, c'est important qu'on soit un acteur de prédilection, l'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, là, tous les développeurs au Québec vont vous le dire, le défi du pas dans ma cour est vraiment complexe. À Varennes, je veux juste passer d'une maison unifamiliale à un duplex. Les voisins immédiats, ça ne leur tente pas, ils bloquent le changement de zonage. C'est un duplex, là, ce n'est pas une tour de condo de 10 étages. Fait que juste pour vous dire à quel point c'est difficile aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que le milieu municipal doit être mieux préparé puis influencé par ce que l'Alliance a fait? Quand Hydro-Québec a lancé un appel d'offres dans le centre du Québec et ça a dégénéré un délai trop court, tout le monde est parti, les entreprises en éoliennes sont parties pour aller signer des contrats avec des agriculteurs, les villes ne sont pas organisées, les MRC ne sont pas prêtes à recevoir ça, le chaos total, ils n'ont rien été capables de faire parce qu'ils ont juste été mal préparés. Donc, l'acceptabilité sociale sans le milieu municipal, ça n'a aucune chance. C'est pour ça que l'inspiration de l'Alliance d'être actionnaire dans leur modèle, puis c'est le modèle qu'on veut mettre de l'avant dans ma MRC à moi. Je suis à Varennes, dans la CMM. Marguerite-Duville, c'est ma MRC, 6 villes. On va être 50-50 partenaires municipal avec notre pouvoir d'achat et le partenaire privé. Et ce qu'on produira, si ça marche, on se croise les doigts, c'est Hydro qui l'achète, puis ça génère des millions de dollars. On espère réussir à faire ça. Parce que l'autre donnée que Daniel n'a pas mentionnée, puis qui est très impressionnante, 85 % de l'énergie produite en Gaspésie reste en Gaspésie pour être consommée par le local. Mais ça aide, en mot à dire, à des entreprises de s'installer là. Ils ont de l'énergie d'appoint qui vient de d'autres sources que l'hydroélectricité. Troisième aspect non négligeable, la production d'énergie. Enfin, merci mon Dieu, Hydro-Québec a ouvert sa production. Parce qu'avant, vous le savez, hydroélectricité, ils ne voulaient rien savoir de rien d'autre. Parce qu'on en avait en masse. Ça allait bien, nos affaires. S'il fallait faire un autre barrage, ça va aller. Oh, c'est plus aussi facile que c'est maintenant, faire des barrages. Allez voir les reportages de Roy Dupuis sur la MacPaille. Vous allez voir que le jour où Hydro-Québec va vouloir aller là, c'est la guerre nucléaire. Ça n'arrivera pas. Fait que c'est plus tough. Donc, Hydro a ouvert depuis 15 ans avec l'Alliance vers l'éolien. L'éolien, c'est vert. L'éolien, c'est le vent qui travaille, c'est tout. Et c'est génial. L'autre aspect, ils viennent d'ouvrir, ça fait une semaine, Hydro vient d'ouvrir vers le solaire. Enfin, ils s'ouvrent les ouvertures. On a parlé de biométhanisation. Je suis président d'un centre extraordinaire de biométhanisation à Varennes qui fonctionne très bien. Il en faudrait 20 autres comme ça partout au Québec. Malheureusement, c'est compliqué. On a parlé de boucles de chaleur. Why not? Il y en a plein en Europe. Pourquoi? Leur énergie coûte cher. Ils doivent être créatifs. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Nos entreprises québécoises, sur ce qu'ils consomment en énergie, renvoient dans le firmament en chaleur 50 % de l'énergie qu'ils consomment. Pensez-y, là. Les grosses usines québécoises, il y en a plein partout. J'en ai à Varennes. Un centre de données d'Amazon qui est chez nous. Savez-vous ce qui régénère dans le ciel? Ça n'a aucun maudit bon sens. En fait, pour vous donner des chiffres clairs, là, ils ont la capacité énergétique qu'ils envoient dans le ciel pour 7000 maisons. 7000! Chauffage tout l'hiver. Ben non, pas besoin. On est riche au Québec, on en a de l'énergie en masse. On va l'envoyer dans le firmament. C'est cool de faire ça. C'est ridicule. Mais c'est pour ça que, dans les sources d'énergie possibles, merci à Hydro qui ouvre leur avenue, on a l'éolien, on a maintenant le solaire, les boucles énergétiques, ça va, la biomasse, il faut évaluer tout ce qui est possible. Puis, je prends juste l'exemple du solaire. Il y a quelques années, tout le monde dit « Ah, ça coûte cher.
Ça coûte cher parce qu'Hydro ne coûte pas assez cher. C'est pas rentable. C'est drôle, en Europe, vous y allez, là, il y en a sur à peu près tous les toits des maisons. Il y a des champs solaires un peu partout. Mais whoop, la donne change. Le prix du panneau solaire a chuté de moitié et la capacité de production a beaucoup, beaucoup amélioré. Fait qu'au lieu d'avoir un taux de rentabilité sur 25 ans, on est rendu à l'entour de 10-12. Fait que ça prend quasiment un petit coup de main financier d'Hydro, de subvention, comme ils l'ont fait dans Binergie, dans plein d'affaires, pour qu'on vienne faire un transfert majeur instantanément d'intérêt de monsieur, madame, tout le monde. Imaginez si, demain matin, on a 1 million de maisons qui ont du solaire sur ses toits, bien, ils consomment beaucoup, beaucoup moins dans cette période-là. Et je rêve même, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais le solaire, c'est 2 jours quand il fait soleil. » Fait que nos périodes de pointe du matin et du soir, l'hiver, bien, il n'y a plus vraiment de soleil. Vous avez raison. Mais pourquoi on ne rajouterait pas des batteries? Le solaire alimente les batteries et les batteries vont venir fournir l'énergie dans les 2 périodes de pointe. That's it, that's all. Puis l'hiver, la nuit, c'est-à-dire quand l'électricité coûte vraiment pas cher parce qu'on en consomme beaucoup moins. Remplissons les batteries au cas où il n'y a pas de soleil. Tabarouette, c'est simple. Et là, on libère des volumes hallucinants d'énergie instantanément. Ça, c'est le 3e volet, production. J'ai terminé. 4e volet, c'est maintenant les partenariats. C'est un élément essentiel. Hydro-Québec, avec ILO, l'ont démontré, ne peuvent pas fonctionner seuls. Ils ne sont pas bons. Le gouvernement, fonctionner seul, c'est les pires. Les gens ne les croient pas. On n'embarquera pas avec eux. Le milieu municipal, tout seul, on n'a pas les outils pour y arriver. Les entreprises en production énergétique, éolien, solaire, bouc énergétique, ne peuvent pas le faire seuls. Il faut travailler en équipe. Fait que le 4e axe, c'est vraiment travaillons ensemble pour faire en sorte que rapidement le Québec puisse se décarboner pour arriver avec des solutions innovantes. Parce que plus tard on attend, plus d'entreprises ne se décarbonent pas, plus d'entreprises ne s'installent pas, et ça, c'est un drame économique démentiel. Merci, bon, Simon. Merci beaucoup, M. le maire. C'est bien, je pense que ça met beaucoup la table à la discussion. Puis justement, je pense que pour vous, Jean et Jean-Pierre, vous venez d'entendre nos 2 maires s'exprimer vaillamment sur la transition énergétique et de leur plan. J'aimerais ça vous entendre sur... je vous invite à commenter ce qu'ils ont dit, parce que vous, la Coop Carbone, c'est sûr que vous avez toujours des enjeux d'acceptabilité sociale. Tu sais, vous devez travailler avec les municipalités, fait que vous avez quand même une expérience à nous partager. Puis toi, Jean-Pierre, une de tes clientèles, c'est les municipalités. Tu as les citoyens aussi. Tu as peut-être des citoyens qui entendent des villes dire que le chauffage à biomasse, c'est pas bon. Fait que, aussi, comment vous vivez ça là, sur le terrain? On va commencer avec toi, Jean. Nous, on partage tout à fait les préoccupations citoyennes qui préoccupent également les municipalités. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Et puis, on est dans une logique de partenariat, comme le suggérait Marie-Vaillancourt, d'Anfous, excusez-moi, à ce sujet-là. Et on a, pour nous, c'est clair, on ne réalise pas un projet que les gens ne veulent pas. La base, c'est partir justement des besoins de la population. Donc, l'acceptabilité sociale, elle doit être là d'emblée. Puis d'ailleurs, on va monter les projets au départ avec les représentants de la municipalité, puis des représentants citoyens, puis les diverses parties prenantes. Les municipalités peuvent faire une grosse différence dans la levée de projets, et ça de façon concrète. Dans les faits, par exemple, du côté de la Coop Carbone, quand on a travaillé avec la Ville de Montréal, ils ont facilité, par exemple, des études de faisabilité de certains de nos projets. Ils ont rendu possible, ils ont dérisqué certains projets en acceptant de prendre avec nous des risques financiers de façon à ce qu'on soit capable d'avancer. Il y a, par exemple, à Victoriaville, où l'on a un projet de biométhanisation, la Ville a facilité l'achat du terrain où on va pouvoir construire le site, le biométhaniseur. Du côté de la Ville de Québec, on a un projet de centre d'économie circulaire. La Ville travaille à
réfléchi à des locaux qui pourraient nous louer à plus faible coût de façon à rendre le projet possible. De sorte qu'il y a beaucoup la particularité des municipalités, comme l'ont mentionné nos deux maires présents, c'est qu'ils sont présents, très proches. Ils ont accès à des moyens concrets sur le terrain qui peuvent faire une différence pour faire arriver des projets. Et pour nous, à la Coop Carbone, ça a été clé dans tous les projets qu'on a mis en œuvre localement, cette relation-là avec les municipalités, de voir comment on pouvait faire avancer des projets ensemble. Et on peut être surpris de la créativité qui a été possible, justement, de la part des municipalités qui connaissent bien le terrain, qui connaissent leurs équipements, qui disposent de bâtiments pour faciliter la mise en œuvre de projets. C'était magique dans plusieurs cas. Toi, Jean-Pierre, comment tu vis ça là, avec les municipalités et l'accessibilité sociale? La clientèle première, c'est le milieu rural, c'est les municipalités rurales, c'est les entreprises rurales. Il faut comprendre que la distribution du gaz naturel, c'est un corridor autour du fleuve Saint-Laurent, puis avec 2 lignes, une qui monte quelques lignes, mais il y a sur 1164 villes et villages au Québec, il y en a environ 1000 qui n'ont pas accès au gaz naturel. En plus, il y a beaucoup de villes et villages au milieu rural qui n'ont pas accès aux 3 phases. OK? Ça, il y en a vraiment impressionnant beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme matière première? C'est beaucoup de la biomasse, des syndicats des producteurs forestiers. Notre rôle, c'est vraiment l'accompagnement, mais de façon neutre et pour être capable de produire de l'énergie localement. En fait, c'est détourner, valoriser et enrichir les milieux avec ce qui est enfoui présentement, puisqu'on ne voit plus. Puis, les villes vont avoir un important... on se sert beaucoup de modèles européens. On travaille beaucoup avec les Européens. Puis, un modèle européen qui existe, c'est des entrepreneurs en énergie verte. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de résidus qui prennent en Europe, puis ils prennent des ententes avec des villes. Puis c'est eux ces entreprises-là fournissent le combustible à leur propre équipement, prennent des ententes à long terme avec des villes et des villages, et ils vont produire de l'énergie thermique et ils vont la vendre aux compteurs, aux bâtiments institutionnels. Donc, c'est un modèle qu'on prône présentement parce que finalement, les gens ont tout intérêt à faire fonctionner puis à fournir un combustible qui est parfaitement adapté au type de chaudière qu'on installe. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au Québec. Nous, on sait tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vous le dis. Okay? Parce qu'on est sur le terrain depuis déjà pas mal d'années. Puis, l'idée, c'est d'arrêter d'avoir des succès. Puis, il faut comprendre que la production d'énergie thermique, dans la période hivernale, c'est la période où on est en grande demande d'énergie. Puis ces ressources-là qui sont locales, ben on n'a même pas besoin de prolonger des réseaux de distribution électrique, etc. C'est local. Si on pense qu'on produit puis nous autres, ce qu'on prime beaucoup, c'est l'autosuffisance énergétique qui est associée à l'autosuffisance alimentaire. Donc, si, un exemple, on installe dans des villages, les 1000 villages du Québec, 1000 kW de puissance, puis on réduit autant les GES causés par le transport, imaginez que on a 42,6 des GES qui sont émis par le transport, qu'on dit. Pensez à toutes les GES, puis les particules fines sont émises par transporter du propane en Abitibi, puis du mazout en Abitibi, puis sur la Côte-Nord et en Gaspésie. Donc, l'idée, c'est de réduire tout ça. Puis, on travaille aussi avec les compagnies d'assurance. Ce qui s'en vient, c'est qu'ils vont obliger éventuellement des formations d'opération calibration de chaufferie à biomasse chez nous pour assurer des équipements. Donc, tout ça, ça s'en vient. Donc, on met les conditions en place, là. Puis 1000 chaufferies à 1000 systèmes dans 1000 villages, c'est l'équivalent de Manic 5. OK? Donc... C'est bon. Monsieur Danfous, vous voulez réagir? Bien, en fait, je trouve intéressant ton commentaire parce qu'au fond, tu parles un peu davantage d'autonomie. Ouais.
dans des secteurs plus ruraux où c'est plus compliqué. C'est ça. Quand je vous parlais tantôt d'ouverture d'Hydro-Québec, ils vont aussi jusque-là. Ils viennent de créer une première faille avec TES à Shawinigan, où ils disent à une entreprise, OK, tu veux t'installer, j'ai pas d'énergie pour toi, mais tu veux être autonome pour produire ta propre énergie. Jamais avant, on a eu cette ouverture-là d'Hydro-Québec, mais là, pour des régions plus éloignées où le gaz ne se rend pas, où l'électricité est limitée, honnêtement, c'est une ouverture. En fait, on se sert de la crise énergétique d'aujourd'hui pour saisir de nouvelles opportunités. Et ça, là, c'est un exemple magnifique, comme Tess et comme chez vous. Il faut continuer à pousser dans ce sens-là. C'est bon. Monsieur Côté, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, je suis d'accord avec tout ce qui se dit là. C'était des beaux modèles. Honnêtement, c'était des très beaux modèles. Si je reviens un peu sur les éléments d'acceptabilité sociale qui sont un peu une des trames de fond du déploiement de tout ce qu'on fait au niveau de la transition énergétique, un des éléments clés, puis je reviens un peu à notre modèle au niveau de l'Alliance qui a été créé, en fait, qui a été basé sur des régies intermunicipales à l'époque, des réflexions de conférences régionales d'élus à l'époque. Bref, ça remonte à un certain temps. Mais un des éléments clés, on se disait, il faut diversifier les revenus des municipalités. Les municipalités, on est trop dépendants de l'impôt foncier. Les gens n'aiment pas ça recevoir un compte de taxes qui augmente année après année parce que les responsabilités des villes augmentent, parce que les dépenses des villes augmentent en fonction des responsabilités qu'elles ont. Bref, les gens n'aiment pas ça. Bien, il faut trouver des nouvelles façons de se financer. Si je vous disais que dans ma ville, l'année passée, en fait, j'ai les chiffres de l'année passée, j'ai reçu un peu plus de 800 000 $ de redevances en éolien communautaire via l'Alliance. Je dis 800 000, c'est pas gros. Moi, j'ai un budget de 34 millions à ma ville, dont à peu près 23 millions qui provient d'impôts fonciers. Mais le 800 quelques mille, disons 1 million, faire un chiffron. Là. Le million, qui n'a pas besoin de taxer, ben, les citoyens sont contents de ne pas le recevoir sur le compte de taxes. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce million-là? Quasiment rien. J'ai mis en garantie ma capacité d'emprunt. Monsieur, madame, tout le monde, ça change fichtrement rien dans leur vie. Puis, au final, ben, ils viennent de sauver 1 million globalement sur le compte de taxes. C'est-tu magique? Puis, la beauté de la chose, c'est que je vous parlais tantôt dans les chiffres qu'on sortait tantôt. Là, on a juste 325 mégawatts qui nous appartient. Dans pas long, on va avoir 1700 mégawatts qui nous appartient. Avec le petit 800, ben le beau 800 quelques mille qu'on va chercher, qu'on va sauver en taxation municipale parce qu'on le reçoit en revenu autonome, ben mon 800 quelques mille va devenir 2 quelques millions d'ici 2027-28. Ben c'est tout de l'argent que j'ai pas besoin de taxer. Donc ça facilite l'acceptabilité sociale. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, il y a bien des gens qui croient au niveau, en fait, à tout le volet environnemental, les gens y croient, certes. Mais les gens croient encore plus sur leur portefeuille aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire sauver aux gens dans leur portefeuille, ça aide en tabarouette à l'acceptabilité sociale. Je peux vous le dire, on le vit en matière résiduelle, on le vit à toutes sortes d'égards. Mais cet exemple-là, au niveau de l'énergie éolienne communautaire, c'est un mot à dit bel exemple qui facilite l'acceptabilité sociale au-delà de la volonté de tout le monde d'être plus responsable environnementalement parlant, d'aller sauver leur portefeuille, ça aide en tabarouette. Je vous dis ça de même. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui aide à accélérer la transition énergétique, parce qu'on gagne l'activité sociale. Avez-vous d'autres trucs comme ça, M. Lemaire? Y en a-tu d'autres comme ça pour... D'acceptabilité? Ben, ou encore des trucs pour accélérer la transition énergétique, parce que c'est un peu votre rôle, là. Ben, je vous dirais, j'en ai parlé tantôt, puis j'ai le goût d'en reparler. Ou plus vers la production d'énergie renouvelable aussi. Là, non, je comprends. Ouais. Mais étant donné que quand on s'adresse devant des citoyens, puis on parle d'éolien, on parle de solaire, mais les gens ne croient pas qu'on a besoin d'énergie. Puis là, on a plein d'environnementalistes qui viennent dire « Ah, ben là, vous prenez telle superficie dans l'agricole, ça n'a pas d'allure, puis vous allez tuer des oiseaux. » Mais la réalité, c'est que si Hydro-Québec est clair, non, on est dans une réelle crise, il faut ensemble, collectivement, mieux consommer, produire plus, mais ça devient aidant parce que les gens vont croire Hydro-Québec. Okay. Mais là, ils sont trop silencieux et c'est dérangeant. Vous misez beaucoup sur le leadership d'Hydro-Québec à vous entendre, là. En fait, on veut juste que la vérité sorte. Moi, j'ai pas le goût de dire leur vérité. J'aimerais ça que ça vienne d'eux. OK, c'est bon. Ça serait aidant. Puis comme ils ont le monopole au niveau de la production, du transport d'énergie, la distribution d'énergie, en fait, pas la production, mais au niveau de la distribution puis du transport d'énergie, on ne peut pas rien faire sans eux autres. Fait qu'il faut que ce soit eux autres qui lancent des appels d'offres. Il faut que ce soit eux autres qui développent des lignes de transport. Donc, on peut bien pousser dans le derrière comme on le fait présentement. En fait, je comprends qu'il y a des problématiques d'acceptabilité sociale de projets de parcs solaires, de parcs éoliens, etc., dans des milieux densément peuplés. Chez nous, là,
des parcs éoliens, là, amenez-en. Là. Il y a de la place. Le monde s'est habitué parce qu'on a été les premiers parcs éoliens. Là. Au début, le monde était réticent. Là. Je ne vous dirais pas que les premiers parcs, ça a passé comme une lettre à la poste. Mais à un moment donné, ça a venu faire partie du paysage. Puis on a développé une fierté autour de ça. L'acceptabilité sociale, elle est facile quand les gens sont fiers de ça. Puis une des raisons pourquoi ils sont fiers, c'est qu'autour de la production énergétique, on a développé une filière manufacturière qui crée des centaines, en fait, pour ne pas dire plus de 1000 emplois juste dans ma petite ville. Fait que, disons que quand le monde voit, moi, je travaille dans l'usine de pales d'éoliennes, moi, je travaille dans l'usine de plaquettes de freins d'éoliennes, moi, je travaille chez Energica, le centre de recherche en énergie éolienne et solaire du Québec. Moi, je fais ci, puis moi, je fais ça. Puis plein de monde travaille autour de cette grappe-là. Bien, disons qu'il y a de l'emploi, il y a des retombées directes dans le portefeuille des municipalités, donc en économie de taxes foncières, il y a des retombées directes au niveau de en fait, à tous les niveaux. Puis le monde dit, d'autres, on est fiers de ça. Fait qu'emmenez-en. Sauf que mon enjeu, pour en emmener plus, il faut que je sois capable de transporter l'énergie vers les pôles de consommation ou que quelque part, quelqu'un au ministère de l'Économie se mette à vouloir créer davantage d'emplois en Gaspésie en emmenant des consommateurs d'énergie qui créent des emplois, du style des Nordvolt ou autres. Là. Puis on va être plus petit un peu. On n'a pas nécessairement la place pour prendre ces gros-là. Mais tu sais, on peut en prendre des consommateurs d'énergie. Puis un dernier élément avant de vous repasser la POC. Ça fait des années que quand Hydro-Québec nous cassait les oreilles avec ses surplus énergétiques, ça fait pas longtemps, là. Martin en parlait tout à l'heure. Ça fait pas longtemps. Il nous disait surplus d'énergie. Moi, j'étais dans mon petit bout du monde à Gaspé, puis je me disais, puis je le disais à voix haute, mais à voix très haute, puis je me faisais fermer le caquet souvent. Je disais, tabarouette. Moi, quand je me lève le matin et que j'ai trop d'énergie, j'en fais plus dans ma journée. Pourquoi le Québec, qui a beaucoup d'énergie, pourquoi qu'on ne développe pas plus? Pourquoi qu'on ne crée pas davantage de richesse avec cette énergie-là? Non, on se plaint qu'on a trop d'énergie. Le jour où je vais me lever le matin en disant je me plains que j'ai trop d'énergie, il me semble qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner. Fait que du jour au lendemain, on avait trop d'énergie, puis là, on est retombé avec plus assez d'énergie parce qu'on a développé, mais on n'a pas été capable de suivre une tendance. Chez nous, on disait, développons des nouveaux parcs éoliens, faisons d'autres appels d'offres d'énergie éolienne, développons les lignes de transport qui viennent avec. Ça fait des années qu'on martèle ça, ça fait des années qu'on dit ça. Ils n'ont jamais écouté. On nous traitait un peu de monde bizarre, un peu, qui voulait de ça. Puis on disait, non. On disait qu'on n'avait pas de vision. Mais si nous avait écouté, il aurait peut-être écouté la vision qui venait du local, qui venait du régional, puis peut-être qu'on ne sera pas devant, on n'aura pas le nez à coller après un mur aujourd'hui en disant on n'a plus d'énergie. J'arrête là, on va pas chialer encore. Fait que chialer. Jean-Pierre réagit à ça. En fait, acceptation sociale, moi, on l'a vécu solide il y a une douzaine d'années à Saint-Gilbert, 294 habitants, un petit village de rien. Ces gens-là n'avaient plus assez de monde qui allait au souper spaghetti pour payer le chauffage d'église. Donc, il fallait qu'ils bougent. Puis, il faut se rappeler que les gens ne sont jamais plus verts qu'un 20 $. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a eu des assemblées citoyennes qui étaient très houleuses. Puis, c'était pas évident, puis pas pantoute, parce qu'on est d'un milieu rural, les gens connaissent ça, un poêle à bois, puis ça chauffait tout au bois. Vous allez avoir une fournaise qui va chauffer l'église, le presbytère, l'hôtel de ville. C'est sûr qu'on verra plus le ciel. En tout cas, il y avait toutes sortes de... Donc, on a entendu tout le monde, puis éventuellement, ça a pris un certain temps, mais moi, je suis quelqu'un du coin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toutes les interrogations puis les doutes des gens. Puis, on a écrit questions et réponses. On a imprimé ça, peut-être 3 pages. On a déposé ça dans chaque boîte à mal 15 jours avant la date de Noël du village. Ça s'est jasé pendant la période des fêtes, les jeunes qui viennent de l'extérieur, etc. Donc, quand il est venu le temps de signer pour un emprunt, un règlement d'emprunt, il y a seulement une personne qui a signé. Clac. Donc, quand on fait des accompagnements présentement dans des municipalités ou dans le milieu agricole ou des gens, la première chose que je fais avec eux, parce qu'il y a un atelier qui s'appelle Biomasse 101, c'est complètement gratuit. Je l'ai 86 fois de données présentement en vidéoconférence partout au Québec. Puis, un des éléments principaux, avant qu'on se parle, je leur envoie des documents, mettez 5 éléments 5 arguments qui fait que votre projet répond aux interrogations sociales, économiques et environnement. Parce que ces 3 profils de personnes-là, c'est ça qu'on retrouve dans nos municipalités. Donc, si on est capable de combler les 3,
Le projet passe comme ça, clac, simple. Mais il faut monter des arguments solides. Puis c'est ça qu'on oublie bien trop. On ne met pas de temps là-dessus. Fait que la première fois qu'un élu va se présenter au bureau de poste, puis il rencontre un citoyen au bureau de poste, « Hey, j'ai entendu parler que tu veux installer une chaufferie à biomasse. » Mais si l'élu ne maîtrise pas son projet, les 3 arguments sur le bout des doigts, il est fait. Il y a 25 personnes le lendemain qui sont contre. C'est ça. C'est bon, c'est bon. On l'a appris. Ah, oui. On l'a appris à la dure. C'est bon. Mais c'est ça qu'on transmet. Justement, prenons peut-être une tournure un petit peu plus économique, là, des avantages économiques liés à tout ça. Tu en parlais, tu n'as pas juste l'argent des taxes, tu as aussi d'autres argent qui vient. Y en a-tu d'autres avantages économiques à assister à cette transition énergétique-là, à participer vaillamment à la transition énergétique du côté des villes? Il y a un volet économique puis un volet environnemental qui est très fort parce qu'au fond, tout le monde veut se décarboner. Tout le monde veut retirer le mazout, le charbon, le gaz, l'essence. On veut tous ça. OK, mais on va le remplacer par quoi? Aujourd'hui, on n'a même pas l'énergie verte pour le remplacer. Donc, on a une opportunité de rêve pour devenir autoproducteur, multiproducteur avec l'éolien, avec le solaire, qui va tantôt générer de nouveaux revenus. Puis le milieu municipal, Daniel l'a mentionné tantôt, si on était capable d'arrêter de se plaindre qu'il manque d'argent parce qu'on a trop de responsabilités, hey, ça serait-tu le fun? Nous, on serait les premiers contents parce qu'on serait autonome en énergie, mais qui génère des sommes importantes. Mais tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Oui. Mais tu l'as abordé aussi, M. Côté, à ce sujet-là. Tu sais, vous avez parlé du secteur manufacturier qui en bénéficie beaucoup. Il y a aussi cet aspect-là que je pense qu'il est important de considérer, puis peut-être marteler davantage ce discours-là, parce que ça concerne beaucoup de monde dans les villes puis en région. Puis en fait, on parlait tout à l'heure de prévisibilité au niveau des approvisionnements énergétiques. Si on avait maintenu une cadence de développement progressif et continuel de parcs éoliens, un parc éolien, là, ça a une durée de vie d'à peu près 25 ans, rough, là. On était sur une belle lancée. À partir du début des années 2000, on a commencé à créer des parcs éoliens tranquillement. On a créé une filière manufacturière qui était basée principalement à Gaspé et à Matane. À Matane, on fabriquait des tours d'éoliennes. À Gaspé, on fabriquait des pales d'éoliennes. Il y avait des petites entreprises autour de ça qui fabriquaient d'autres petites composantes. Il y avait des composantes fabriquées ici même à Trois-Rivières également. Bref, il y en avait un petit peu partout, surtout dans l'est du Québec. Mais on a développé cette filière-là, mais c'était conditionnel à ce qu'il y ait des approvisionnements d'énergie locale ou régional, ou québécois à tout le moins. Donc, on lève des parcs éoliens. On commence avec des petits parcs. Après ça, un appel d'offres de 2000 MW, un appel d'offres de 4000 MW. Après ça, pouf, on ferme. Marmen a fermé à Matane. Il ne fabrique plus de tours d'éoliennes. 300 emplois off parce qu'on a arrêté de faire des parcs éoliens. À Gaspé, on est chanceux. L'usine de pales d'éoliennes, non seulement n'a pas fermé, mais elle a grossi parce qu'on s'est retourné à 100% vers de l'exportation. On est chanceux. On avait un directeur d'usine qui est un de mes bons amis, puis je le salue tout le temps. Mais si on n'avait pas eu ce gars-là, l'usine serait fermée, comme celle de Matane a fermé. Puis là, on se retrouverait plus de composantes éoliennes au Québec. Donc, on ferait des nouveaux parcs éoliens avec des composantes importées de quelque part sur la planète. Là, on est capable de fabriquer plusieurs composantes au Québec. Ça veut dire quoi? Des centaines d'emplois créés au Québec. Des emplois qui sont quand même très bien rémunérés en passant. M. Legault, les emplois payants, on a chez nous des emplois payants dans la filière des fabrications de composantes éoliennes. Il a émergé une grappe industrielle autour de ça. Des petites entreprises de 2-3 employés en recherche et développement qui ont bâti des entreprises manufacturières qui prennent de l'ampleur de plus en plus puis qui exportent. On est dans l'exportation. Ils ne fabriquent plus d'éoliennes au Québec et il n'y a plus de parcs éoliens qui se construisent au Québec. On a tout exporté ça, mais on a développé une grappe industrielle. On contribue à la transition énergétique de la planète, alors que si on avait eu de la prévisibilité, puis qu'il y aurait eu quelques parcs éoliens par année qui se soient construits, à l'époque, on disait qu'on était en surplus, puis je disais, on n'a pas de surplus. On va en manquer maintenant. Puis c'est pas un problème d'avoir des surplus, servons-nous-en pour développer. Mais quand je martelais ça dans mon bout du monde chez nous, là, puis que le monde ne me croyait pas, puis disait que j'étais un hurluberlu, s'il m'avait cru un petit peu, on aurait développé des parcs éoliens, on aurait maintenu l'expertise québécoise en fabrication de composantes. Au lieu d'avoir 1000 emplois manufacturiers au Québec en fabrication de composantes d'éoliennes, on serait peut-être à 4000, à 5000. On aurait cette expertise-là. On ferait pour notre Québec, puis on ferait pour ailleurs sur la planète. On le fait un peu. On aurait pu le faire bien plus. Ça aurait pris un peu plus de vision, plus de planification, plus de prévisibilité. Mais là,
on ne peut pas refaire le passé. Par contre, on peut construire l'avenir avec la prévisibilité en approvisionnement. C'est ce qu'Hydro-Québec a fini par comprendre, puis ce qu'il fait présentement, avec des appels d'offres de plus en plus nombreux, qui facilitent la prévisibilité au niveau de l'approvisionnement énergétique, au niveau de la création d'emplois et de richesses, mais aussi au niveau de la fabrication des composantes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais, on a parlé social, économique. Moi, je voulais aussi peut-être aborder rapidement la partie plus les politiques et les réglementations. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on aurait besoin pour que ça aide vraiment la transition énergétique? Par exemple, au lieu de donner des tickets à des gens qui font du chauffage à biomasse, tu les récompenses. Bon, par exemple. OK? Y a-t-il d'autres choses des choses comme ça qu'on pourrait faire? Des initiatives, des politiques, des réglementations? On va commencer avec vous, puis après ça, vous avez probablement des idées. En fait, je vais me permettre un dernier commentaire. Je t'en avais parlé tantôt. Je suis attendu à Varennes en urgence, donc je vais émettre mon commentaire, puis malheureusement, je vais devoir quitter. Mais très souvent, les municipalités offrent des subventions à des initiatives environnementales, que ce soit bornes électriques, achat de tondeuses électriques, des choses comme ça. Fait que ce sont des éléments qu'on peut faire. Mais le plus important frein, Daniel en a parlé tantôt, c'est le monopole d'Hydro-Québec. On n'est pas capable de venir jouer dans leur plate-bande sans que Hydro-Québec crée des ouvertures pour nous permettre de lancer de l'avant des initiatives. Mais malgré ça, à l'Union, il y a quelques mois, on a lancé un parcours de décarbonation malgré tout. Et là, l'Union des municipalités vient appuyer le milieu municipal pour leurs bâtiments, leurs véhicules, pour faire dans un premier temps une analyse, puis après, proposer les meilleures solutions pour réduire leur empreinte environnementale. Et ça, déjà, c'est un beau succès. Ça vient d'être lancé. Beaucoup de municipalités veulent aller de l'avant. Ouais. Quand on parle du leadership municipal, bien après, ça se répercute rapidement chez nos citoyens parce qu'ils voient que, OK, mais attends, wow, vous faites ça, vous êtes prêts à faire ça. Il y a combien de bâtiments dans nos municipalités qui sont mal isolés, donc qui consomment trop l'hiver, dans les périodes de pointe. Fait que c'est sûr que ça deviendrait très aidant. Là-dessus, je suis vraiment désolé, ça m'a fait un plaisir d'être avec vous, mais je dois absolument y aller. C'était presque un mot de la fin, mais on va garder les autres avec nous. Daniel va présenter le milieu municipal, soyez sans crainte. C'est très, très bon. Là. Ça, c'est une base. OK, on continue là-dessus. Là. Bien, sur la question, les questions réglementaires, etc., ou d'incitatifs, Martin en a fait un grand bout. Là. Je pense qu'à la base, c'est une conscientisation. Ouais. Tant que les leaders ne sont pas conscientisés à la problématique, tout le monde va avoir tendance à rester dans les mêmes vieux souliers. T'sais, on avait tendance, justement, à surréglementer, etc. Mais si on est conscient qu'on a une problématique d'approvisionnement énergétique, qu'on a une problématique de surconsommation d'énergie parce qu'elle n'est pas chère, si on est conscient de ça, on va être capable de mettre en place les bons incitatifs, les bons outils réglementaires. Je dirais, localement, chez nous, c'est même pas un problème. Là. Jamais qu'on va taper sur les doigts de quelqu'un qui veut produire de la biomasse pour alimenter sa maison, son industrie ou quoi que ce soit. Jamais qu'on va mettre un frein là-dessus, sauf que je sais qu'il y a peut-être des places qui sont plus réfractaires à ça, mais il faut les conscientiser. C'est la conscientisation. Le plan énergie que Martin parlait, dont il est pratiquement l'auteur avec nos gens techniques au niveau municipal, amène cette approche-là, cette conscientisation-là. Ça va nous aider dans les prochaines étapes. Jean puis Jean-Pierre, vous avez certainement des choses à dire là-dessus. Mais moi, une chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand on parle de biométhanisation, puis tantôt, M. No faisait référence au fait qu'il y a plusieurs municipalités qui ne sont pas collectées sur le gaz naturel, puis c'est une réalité en Gaspésie également. Bien, la biométhanisation, actuellement, c'est concentré, c'est limité aux localités, aux municipalités où il y a un réseau de gaz naturel. Mais en Europe, la biométhanisation permet de produire de l'électricité, et ça, des lignes d'électricité, on en a partout au Québec. De sorte que si on avait une orientation, une politique qui favorisait l'utilisation de biomasse pour produire du biogaz à l'aide de biométhaniseurs, bien, on pourrait avoir de la biodigestion qui se fait ailleurs au Québec qu'à proximité des réseaux de gaz naturel actuels. Donc, s'il y aurait une ouverture, il y aurait des possibilités là qui, me semble, devraient être encouragées, du moins étudiées dans un contexte où, justement, on a besoin de davantage d'électricité un peu partout.
Je peux servir de cet exemple-là très rapidement. Oui, vas-y. Non, exactement. On n'a pas de réseau de distribution de gaz naturel. Par contre, on a été capable d'innovation, encore une fois. En fait, un des problèmes dans des régions très rurales comme les nôtres au niveau de la biométhanisation, c'est qu'on n'a souvent pas l'approvisionnement en matière putrescible ou autre qui va nous générer du biogaz. Mais je vais vous donner un exemple, un contre-exemple de tout ça. Localement, chez nous, le lieu d'enfouissement technique, là où on envoie certaines matières, en fait, on composte, on a des centres de compostage et tout ça, mais il y a toujours des trucs au niveau qui produit des biogaz dans le lieu d'enfouissement. On a réussi à capter tous ces gaz-là et à développer notre mini-centrale électrique, mais très mini, qui alimente et qui rend notre lieu d'enfouissement technique autonome au niveau énergétique, parce que les biogaz générés par le lieu d'enfouissement technique sont transformés en énergie qui alimente les bâtiments du lieu d'enfouissement technique. Pas besoin de réseau de gaz naturel, rien. On est dans un environnement très circonscrit où on s'auto-alimente en énergie. Ce modèle-là, il est disponible s'il y a d'autres municipalités qui le veulent. Si on était capable de le faire à Gaspé, on est capable de le faire partout sur la planète. C'est bon. Toi, Jean-Pierre, tu aimerais ça que les municipalités développent des réglementations favorables à tes choses? En fait, moi, dans le projet Centre provincial d'expertise en énergie et biomasse, on travaille on a affaire avec une demi-douzaine, 4-5 ministères qui ne se parlent pas, qui ont des règles différentes, qui, la main droite dit qu'il faut faire ça, la main gauche dit qu'il faut faire autrement. Donc, c'est une cacophonie assez incroyable. Puis, quand on regarde les plans directeurs de tous ces ministères-là, on se dit, mais qu'est-ce que ça te donne de le dire si tu ne le fais pas? Finalement, moi, là, ce qu'on fait, c'est d'aller chercher les paragraphes dans les différents plans directeurs d'organisation. Puis, finalement, comment tu me donnes pour qu'on le fasse, ton plan directeur? C'est quand on y pense, là, finalement, c'est bien beau inaugurer ou couper ou lancer des plans directeurs, mais s'il n'y a pas de budget qui vienne avec puis de volonté, bien ça reste à blêter. Ah, c'est pas facile. Non. Mais pour les villes, là, pour régler ce genre de problème-là, ouais. Ça serait quoi les pouvoirs que vous aimeriez avoir de plus? Vraiment, là, si tu étais dans le meilleur des mondes, là... Plus on est autonome, mieux en fait, plus on est agile pour faire de l'action locale en fonction de notre réalité. Je veux dire, on parlait, en fait, je ne suis pas un spécialiste de la biométhanisation ou de la biomasse forestière ou autre. Là. Je m'y connais un petit peu plus en éolien parce qu'on baigne dedans chez nous à tour de bras, j'arrête pas d'en parler. Là. Mais chez nous, ça passe bien, ça. Oui. Chez nous, la réglementation est adaptée à ce qui passe bien. Mais on peut-tu faire confiance davantage au palier local pour adapter la réglementation à ce que les gens souhaitent, à ce que les gens sont prêts à accepter? Je constate que la réglementation pour développer des parcs éoliens chez nous, elle pourrait être moins sévère que ce qu'elle peut être dans des milieux plus densément peuplés où l'acceptabilité sociale est moins au rendez-vous. Il faut s'adapter à la fonction de chacune des réalités terrain. Bref, c'est rien qu'une question d'adaptation. Puis pour s'adapter à la réalité terrain, je reviens à l'approche bottom-up, l'approche que tout doit partir de la base, l'approche de subsidiarité, où c'est le palier local qui devrait avoir le plus de pouvoir. Puis ce qu'on n'est pas capable, ou ce qui doit être mutualisé, mutualisons-le à une échelle régionale ou à une échelle nationale. Mais c'est toute l'approche de gouvernance qui est derrière tout ça, qui doit évoluer en faisant confiance aux acteurs locaux. Donc, on va avoir une réglementation qui va être bien adaptée à ce que le monde veut localement. Et on n'a pas besoin d'avoir un mur à mur à l'échelle québécoise. La réglementation qui s'applique sur l'île de Montréal n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous dans ma ville. En fait, elle devrait rien avoir à voir. Sauf qu'on est souvent pogné avec exactement les mêmes contraintes, les mêmes mains liées, avec des incohérences entre les ministères, comme disait monsieur ici, là, tu sais. Parce qu'on essaie d'avoir une approche mur à mur, une approche top-down. Renversons notre façon de penser, partons de la base et mutualisons ce qui doit être mutualisé, puis le reste, quand même que c'est différent d'une municipalité à l'autre, les réglementations, c'est pas trop grave, dans le sens où ça doit être adapté à la réalité terrain, puis ça va être garant d'acceptabilité sociale. Bon, puis donc c'est bon, ça. On a un petit peu de temps pour des questions dans la salle, si quelqu'un aimerait se poser des questions. Oui? Je peux répondre aux questions de Martin. Oui, tu peux répondre aux questions de Martin. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que tu es équipé pour. Il y a un an passé, j'étais dans son siège. Je pense que tu es équipé pour. Allez-y.
Bonjour, ça fonctionne, oui. Bonjour, merci beaucoup pour le panel. C'était vraiment intéressant. Puis votre franc-parler aussi concret qui vient de vos expériences. Je vous écoutais, puis il y avait beaucoup de choses qui revenaient, peu importe où on était au moment de la discussion, mais quand on dit, par exemple, qu'il y a des initiatives qui se développent, quand on dit qu'Hydro-Québec ouvre des choses, que ce soit dans l'éolien, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans la production privée, puis quand on dit aussi qu'il y a plein d'incohérences entre les ministères, puis que ça amène bien des défis, puis qu'on souhaite plus de bottom-up, est-ce que, en ce moment, on n'a pas mis un peu la charrue devant les bœufs, puis qu'on a escamoté cette réflexion, ce débat, qui pourrait apporter plein de questions, plein de principes, des objectifs clairs de prévisibilité, avec une grande consultation publique sur la transition énergétique, ce qu'on n'a jamais eu. Et là, on se lève le matin, il y a des annonces, il y a des centaines de projets sur le bureau du ministre et on assiste plutôt à une espèce de centralisation, de personnification de la transition énergétique. Est-ce qu'il n'est pas temps, ou est-ce qu'il est trop tard, pour s'asseoir et avoir un débat, comme on est capable d'en avoir au Québec, sur les grandes orientations qui vont guider cette transition énergétique? C'est vrai qu'on se sent dans l'urgence tout le temps. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, là? Est-ce qu'on l'a fait, la grande consultation? Je pense que oui. Une fois pour toutes? Je pense que oui. On la commence aujourd'hui ici. Puis exactement, on la commence aujourd'hui ici, mais oui, je pense que oui. Je pense qu'on est dû pour cette grande réflexion-là. Et puis si on avait eu cette grande réflexion-là il y a un certain temps, peut-être qu'on n'aurait pas été confronté aux défis qu'on connaît en urgence aujourd'hui. Mais on a pelleté par en avant, on a pelleté, on a repoussé, puis on se retrouve le nez devant le mur. Puis c'est le temps de sortir la tête de l'eau. Fait qu'on part en urgence, en catastrophe, encore une fois. Mais avant qu'on se rebute à une nouvelle urgence, ben oui, assoyons-nous, regardons tout ça. Puis derrière tout ça, là, on parle d'énergie, mais derrière tout ça, toute l'approche totale de gouvernance au Québec, je pense qu'on est dû pour une réflexion profonde. On a commencé en reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité, donnant plus de pouvoirs locaux. On a un petit bout de fait. Reconnaissons-le. Mais je pense qu'on est dû pour revoir l'approche au complet. Mais là, je vous parlerai d'un projet politique de longue haleine. C'est pas la place aujourd'hui, mais vous voyez un peu le schème de pensée que moi, en tout cas, j'ai derrière, puis que beaucoup de monde pense comme moi là-dessus. On doit revoir notre façon de penser en partant justement dans une approche bottom-up à tout point de vue, pas juste en énergie. Mais oui, l'énergie, d'abord, on est là aujourd'hui pour ça. Puis oui, il y a place à réflexion commune avant de frapper une nouvelle urgence. C'est bon. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord. Oui. Moi, je dirais, tu sais, l'information voyage beaucoup. On sait, mais on ne comprend pas. Donc, c'est très problématique parce qu'on ne va pas en profondeur. On ne comprend pas les solutions. C'est vraiment skippé. Là. Okay. En tout cas, c'est mon commentaire. Tout à fait. Moi, j'ajouterais... La coop carbone, on est une coopérative, on est toujours pour la consultation. Mais en même temps, je reconnais qu'on a nos contradictions comme société sur des questions comme celle-là, dans le sens où il y a des fois où tout le monde veut être consulté, puis il y a d'autres fois où on se plaint de ne pas avoir de visionnaires au gouvernement qui ont des orientations claires et qui sont prêts à avancer. Des fois, on voudrait que le gouvernement décide, avance dans la direction qu'on pense qu'est la bonne, sans qu'il y ait consultation parce qu'on s'enfarge un fleur du tapis. Puis d'autres fois, on a envie d'avoir des consultations. Fait que le message n'est pas toujours cohérent de la part des citoyens en général sur ce qu'on souhaite. Dans le fond, on veut être consulté quand on pense qu'on a une idée, qu'on a une bonne idée qui est différente de celle des autres. Puis quand le gouvernement fait ce qu'on pense, on est bien content qu'il décide sans consulter. C'est bon. C'est bon. Une dernière question. Oui, moi, j'aimerais... j'abonde dans le sens de mon prédécesseur pour la nécessité d'une consultation publique et d'une réflexion collective sur comment on veut faire la transition énergétique. Et dans ce sens-là, l'IREC vient de sortir, l'Institut de recherche en économie contemporaine vient de sortir un résultat d'étude sur l'éolien au Québec en format partenariat privé communautaire, à quel point ça nous a fait perdre des milliards de dollars et à quel point ça va continuer de nous en faire perdre collectivement. Moi, je serais intéressée de vous entendre. Vous avez sûrement pris conscience de ce colloque-là qui a eu lieu avec
avec le syndicat canadien de la fonction publique qui représente les travailleurs chez Hydro-Québec et qui disent que Hydro-Québec a tout à fait ce qu'il faut pour avoir l'expertise de faire l'éolien, en fait? Bien, s'ils sont si bons que ça, il n'y avait rien qu'à le faire. Ils ne l'ont pas fait. C'est nous autres qui l'avons fait. Puis moi, là-dessus, qu'Hydro-Québec ait perdu des milliards de dollars parce qu'il n'a pas saisi les opportunités, mais que ce soit le milieu municipal qui ait saisi l'opportunité avec des partenaires privés qui avaient l'expertise en énergie, j'ai aucune honte de ça. Puis je ne me battrai pas contre le syndicat des employés d'Hydro-Québec, c'est pas ma job. Mais ils ne me feront pas pleurer un matin, là, excusez. Là. Je ne veux pas être méchant, mais ils ne me feront pas pleurer un matin. Là. Puis si vous en êtes, vous ne me faites pas pleurer non plus. Je suis désolé. Mais nous autres, on en a profité. On a des centaines de millions de retombées dans nos municipalités. J'ai aucune honte à ça. Puis c'est des privés qui en ont profité parce qu'Hydro-Québec ne voulait pas le faire. Just too bad. Moi, je plaidais au début de la filière éolienne pour qu'Hydro-Québec le fasse. Mais j'étais un petit cul de 20 ans à Gaspé. Ils s'en foutaient-tu de moi? Mais moi, j'aurais aimé qu'Hydro-Québec le fasse. Master, c'est nous autres qui l'ont fait, enlevez-nous-le pas. Okay. De ma compréhension, c'est pas Hydro-Québec qui ne voulait pas le faire, mais c'est le gouvernement qui a empêché qu'Hydro-Québec prenne en charge la production d'énergie éolienne. Et en ce moment, ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a certaines municipalités qui peuvent retirer un profit, certaines MRC qui retirent un profit en même temps que les compagnies privées, mais que collectivement, on est perdant dans ce schéma-là et qu'on aurait avantage à le changer. Ben, je ne pense pas qu'on est perdant collectivement. Justement, on parlait du secteur manufacturier, par exemple, là, où est-ce qu'il y a d'autres mondes qui bénéficient de toute cette industrie-là. Ce n'est pas juste la compagnie d'éolienne, c'est tout ce qui est autour. Ce qui est dit présentement, là, c'est comme si les municipalités n'étaient pas une entité collective. L'Alliance de l'Est, c'est 209 municipalités. C'est tout l'Est du Québec qui a des retombées directes. Si nous, on n'est pas collectif, dites-moi c'est quoi ce qui est collectif. Excusez, là, mais voilà. Non, on fera le débat ailleurs. Je connais l'auteur de l'étude. Je ne sais pas s'il est allé vous voir. J'en ferai pas le débat. C'est parce qu'à quelque part, il y a des dogmes aussi qui s'appliquent. J'ai mon dogme municipal, moi aussi. Là. Puis je vais le plaider jusqu'au bout de mes doigts. Puis là-dessus, je vous dis, je n'ai aucune honte à ce qu'on a fait. Au contraire, j'en suis fier, puis pas à peu près. Ouais, parce qu'Hydro-Québec ne l'a pas fait. Peut-être que c'est le gouvernement, mais dites ça au gouvernement, dites-moi pas ça à moi. En fait, moi, je voulais un peu terminer là-dessus. Ce genre de questions-là arriverait parce que c'est arrivé dans un colloque à cause du leadership municipal. Il y a du lobby qui se fait, puis c'est correct. Oui, c'est ça. Moi, je voulais terminer là-dessus sur le leadership municipal, que je pense que c'est ça qui aide vraiment à la transition énergétique. Là. Fait que vous avez, par exemple, tu donnes des exemples que le leadership municipal a avancé dans l'éolien pour accélérer cette transition énergétique-là du côté production d'énergie renouvelable. Mais là, en fait, moi, j'ai l'habitude en panel, pour les derniers mots, de donner ça aux élus qui sont là. Mais là, tu as quasiment fait ton dernier mot là-dessus. Fait que, bref, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On est encore disponible pour des questions après le panel. Fait que moi, j'aimerais remercier nos panélistes. J'aimerais remercier Tamworth d'avoir rendu possible ce panel, puis aussi l'UMQ de l'avoir organisé, spécialement José Provençal, qui l'a organisé pour nous. Alors, merci à tous pour votre participation. On applaudit les panélistes. Merci.